La nuit tombait sur les fjords islandais. Dans les fermes isolées, les familles barricadèrent leurs portes et refusèrent de sortir après le coucher du soleil. Les guerriers vikings, ces hommes qui bravèrent les mers déchaînées et affrontèrent des armées entières, se retrouvaient paralysés par une terreur ancestrale. Pas de loups, pas d'ennemis humains. Quelque chose de bien plus terrifiant rôdait dans l'obscurité. Les morts qui refusaient de rester morts. Les Vikings divisaient leur journée en 8 segments, mais la nuit occupait une place à part dans leur esprit. La Notmal, cette période entre minuit et 3 heures du matin, représentait le moment où le voile entre les mondes s'amincissait dangereusement. Les anciennes croyances nordiques considéraient l'obscurité comme un royaume à part entière, un territoire où les règles du monde des vivants cessèrent de s'appliquer. Les Vikings comptaient même le temps en nuit plutôt qu'en jour, preuve de l'importance qu'ils accordaient à ces heures sombres. Cette obsession pour la nuit n'avait rien d'arbitraire. Contrairement aux autres peuples européens qui craignaient les loups ou les bandits, les Scandinaves redoutaient quelque chose de plus insidieux. Leurs ancêtres, leurs voisins, leurs ennemis pouvaient tous revenir. Le simple fait d'enterrer quelqu'un ne garantissait rien. La mort n'était pas une fin définitive, juste une transition potentiellement réversible. Les sagas islandaises regorgent de témoignages sur ces créatures nocturnes. La nuit, c'était leur domaine. Elles sortaient de leur tumulus, parcouraient les vallées, s'attaquaient au bétail, terrorisaient les fermes. Les Vikings savaient qu'après le coucher du soleil, le monde appartenait aux Draugr. Le mot Draugr vient du vieux norrois et signifie fantôme ou celui qui marche après la mort. Mais réduire un Draugr à un simple fantôme serait une erreur monumentale. Ces créatures n'avaient rien d'éthéré ou d'immatériel. Elles possédaient un corps physique, solide, tangible, un corps qui refusait la décomposition naturelle. Les Draugr appartenaient à une catégorie bien spécifique de morts vivants. Contrairement aux revenants d'autres cultures européennes, ils conservaient leur enveloppe charnelle. Leur peau prenait une teinte bleutée ou noirâtre, la couleur qu'on appelait Elblar ou Narfolr en vieux norrois. Leur chair gonflait, leur corps devenait énorme, parfois si massif qu'il fallait un chariot à bœuf pour le déplacer. Mais cette apparence grotesque cachait une force surhumaine et des pouvoirs qui défient l'entendement. Un Draugr dégageait une puanteur caractéristique. L'odeur de la chair en décomposition les précédait, alertant les vivants de leur présence. Cette odeur imprégnait leur tumulus, leur territoire de chasse. Les bergers la reconnaissaient de loin et fuyaient immédiatement. Cette seule odeur pouvait provoquer des évanouissements chez les plus sensibles. Les sagas distinguaient parfois 2 types de morts vivants. Le Hogbui restait dans son tertre funéraire, relativement passif, se contentant de garder ses trésors. Il n'attaquait que ceux qui osaient violer sa sépulture. Mais le Draugr véritable ne connaissait pas ses limites. Il quittait sa tombe, parcourait de grandes distances, semait la terreur dans des villages entiers. Les Hogbui étaient des gardiens, les Draugr étaient des prédateurs. La transformation en Draugr suivait des signes précurseurs identifiables. Quand on découvrait un cadavre en position verticale ou assise au lieu d'être allongé horizontalement, c'était un avertissement. Ce mort-là ne resterait pas tranquille. Les Vikings le savaient et prenaient des mesures drastiques pour empêcher ce qui allait suivre. La force physique d'un Draugr dépassait tout ce qu'un humain pouvait produire, même les guerriers les plus puissants. Ces créatures pouvaient lancer d'énormes rochers, écraser des os d'un simple coup de poing, défoncer des portes renforcées comme du bois pourri. Grettir le Fort, l'un des héros les plus réputés d'Islande, avait lutté contre Glamour pendant des heures, sans réussir à prendre le dessus. Et Grettir était légendaire pour sa force colossale. Mais ce n'était que le début. Les Draugr pouvaient modifier leur taille à volonté. Un instant, ils avaient l'apparence d'un homme normal. L'instant d'après, ils grandissaient jusqu'à toucher le plafond d'une maison, leur tête cognant contre les poutres. Cette capacité à changer de dimension servait autant à intimider qu'à se faufiler dans des espaces impossibles. On raconte qu'ils pouvaient se glisser sous les portes, traverser les murs, escalader les toits avec une agilité qui contrastait avec leur masse énorme. Le pouvoir de métamorphose comptait parmi leurs capacités les plus redoutées. Les sagas mentionnent des Draugr se transformant en phoques aux yeux humains, en taureaux gigantesques écorchés, en chevaux gris au dos cassé, en chats qui s'installaient sur la poitrine des dormeurs et devenaient progressivement plus lourds jusqu'à l'asphyxie. Rapr
l'un des drogars les plus célèbres, prenait la forme d'un phoque pour couler les bateaux qui tentaient d'accoster près de sa ferme. Certains drogars contrôlaient les éléments naturels. Ils déclenchaient des tempêtes, manipulaient les conditions météorologiques pour piéger leurs victimes. D'autres possédaient des dons de prophétie, voyaient l'avenir, prédisaient les destinées. Les Volva, ces femmes chamanes nordiques, avaient traditionnellement ce pouvoir, mais les draugars les plus puissants le maîtrisaient également. Le regard d'un draugr constituait peut-être son arme la plus dévastatrice. Leurs yeux exercèrent une influence hypnotique, paralysante. Quand Glamr fixa Grettir au clair de lune, le héros perdit toute sa force, incapable de bouger, figé entre la vie et la mort. Ce regard portait aussi les malédictions. Glamr utilisa le sien pour condamner Grettir à une vie de malheur, de solitude et de peur permanente de l'obscurité. Les drogars pouvaient entrer dans les rêves des vivants, les hanter même pendant leur sommeil. Cette invasion de l'inconscient les rendait omniprésents. Pas de repos, pas de refuge. Même derrière des portes verrouillées, même entouré de gardes, un drogre pouvait vous atteindre dans vos cauchemars. D'ailleurs, certains spécialistes pensent que le mot anglais « nightmare », cauchemar, dérive directement des drogars, ces créatures qui s'asseyaient sur la poitrine de leurs victimes endormies. Contrairement aux armes ordinaires, les lames ne fonctionnaient pas contre eux. Les épées glissaient sur leur peau comme sur de la pierre. Les flèches rebondissaient. Il fallait des méthodes spécifiques, rituelles, pour venir à bout d'un drogre. La simple violence physique ne suffisait jamais. Toute personne méchante, avide ou violente de son vivant risquait cette transformation. Les Vikings croyaient que le caractère d'une personne déterminait son destin post-mortem. Un homme cruel restait cruel après sa mort, mais avec des capacités amplifiées et aucune contrainte morale ou physique pour le freiner. Les gens qui mouraient avec des affaires inachevées, des vengeances à accomplir, des trésors à protéger, ne trouvaient pas le repos. Leur esprit restait attaché au monde des vivants par ses liens. Un fermier qui voulait continuer à protéger ses terres, un guerrier qui n'avait pas vengé une offense, un avare qui refusait d'abandonner son or, tous candidats parfaits pour devenir des drogars. Les rituels funéraires mal exécutés provoquaient également cette malédiction. Si les proches négligeaient certaines étapes cruciales, si le corps n'était pas traité avec le respect approprié, si les offrandes manquaient ou étaient insuffisantes, le mort pouvait revenir exprimer son mécontentement. Cette responsabilité pesait lourdement sur les familles vikings. Un seul oubli, une seule erreur dans le protocole, et leurs proches risquaient de se transformer en monstres. La mort violente ou injuste créait des conditions favorables. Les guerriers tués au combat mais exclus du Valhalla, les victimes de meurtres, ceux qui mouraient dans la honte ou le déshonneur, tous portaient une rage qui transcendait la mort. Cette colère alimentait leur retour, leur donnait la volonté de franchir la barrière entre les mondes. Les personnes asociales, celles qui brisaient les normes sociales de leur vivant, présentaient un risque particulier. Glamr refusait d'aller à l'église, méprisait les traditions chrétiennes qui s'installaient en Islande, se comportait avec arrogance. Rapr volait les terres de ses voisins, terrorisait sa communauté, accumulait des richesses par la violence. Ces hommes existaient déjà en marge de la société. La mort ne faisait qu'accentuer leur statut d'outsider, les transformant en menaces concrètes. La jalousie des vivants jouait aussi un rôle. Un mort pouvait envier la vie qui continuait sans lui, ressentir de l'amertume face au bonheur des survivants. Cette envie le tirait hors de sa tombe, le poussait à détruire ce qu'il ne pouvait plus posséder. L'histoire de Glamr représente sans doute le récit de Draugr le plus célèbre et le plus terrifiant de toute la littérature nordique. Elle figure dans la saga de Grettir, écrite au XIVe siècle mais racontant des événements du XIe siècle. Sabine Baring-Gould, qui traduisit ce récit en anglais en 1863, avertit ses lecteurs avec ces mots. « Je donne cette histoire comme spécimen d'une forme très remarquable de superstition islandaise. Elle est si horrible que j'avertis tous ceux qui ont les nerfs fragiles de la sauter. » Thorhall, un fermier de la vallée de Vatnsdalr en Islande, ne parvenait pas à garder un berger. Sa ferme était hantée par un esprit malfaisant qui terrorisait quiconque s'occupait des moutons. Les bergers disparaissaient, mouraient dans des circonstances mystérieuses ou fuyaient avant même que l'hiver s'installe. La réputation de la ferme s'était répandue dans toute la région.
Personne ne voulait y travailler. Puis Glamour arriva, un Suédois immense, aussi grand qu'un troll, d'une force prodigieuse et d'un caractère épouvantable. Asocial, méprisant, refusant d'observer les traditions religieuses, Glamour ne croyait ni aux esprits ni aux histoires de revenants. Il accepta le poste de berger malgré les avertissements. Au début, sa simple présence sembla repousser l'esprit qui hantait les pâturages. Les moutons restaient en sécurité. Thorhall respirait enfin, mais Glamour refusait toujours d'aller à l'église, se moquait ouvertement des célébrations chrétiennes, bafouait les coutumes locales. Les villageois le détestaient, mais sa compétence comme berger était indéniable. La veille de Noël, Glamour décida de sortir malgré les protestations véhémentes de Thorhall. La nuit de Noël était considérée comme particulièrement dangereuse, un moment où les créatures surnaturelles gagnaient en pouvoir. Mais Glamour, fidèle à son arrogance, ignora ces avertissements et partit garder ses moutons. Le lendemain matin, on le retrouva mort dans la neige. Son corps présentait des caractéristiques alarmantes. La peau avait viré au noir, gonflée comme celle d'un bœuf. Les marques sur son corps suggéraient un combat violent contre quelque chose d'inhumain. Quand on essaya de déplacer le cadavre vers l'église pour l'enterrer en terre consacrée, il devint impossible à bouger, comme si une force invisible le maintenait sur place. Finalement, on l'enterra là où il était tombé, sous un tas de pierres. La nuit suivante, les ennuis commencèrent. Glamour se releva. Les gens l'entendaient hâte marcher sur le toit de la ferme, ses talons cognant contre les planches avec un bruit sourd et rythmé. Il tuait le bétail, brisant chaque os de leur corps. Il apparaissait devant les habitants, son visage décomposé et grotesque provoquant des évanouissements instantanés. Certains devinrent fous à sa seule vue. Le drogre de Glamour était particulièrement malveillant. Il ne se contentait pas de hanter sa ferme. Il parcourait toute la vallée, semant la terreur sur plusieurs kilomètres. Les fermes voisines perdirent leur bétail. Des voyageurs disparurent. La vallée entière se vida progressivement, les familles fuyant vers des régions plus sûres. C'est alors que Grettir Asmundarson entendit parler de cette situation. Grettir, surnommé le Fort, était déjà légendaire en Islande. Il avait combattu des revenants dans des tumulus norvégiens, affronté 12 berserkers, chassé un ours géant dans sa caverne. Cet homme ne connaissait pas la peur et recherchait constamment des défis plus difficiles. L'histoire de Glamour l'intrigua immédiatement. Grettir arriva à la ferme de Thorhall en plein hiver. Le fermier l'avertit, son cheval serait tué et il verrait des choses qui hanteraient de ses nuits pour le reste de sa vie. Grettir ne se laissa pas impressionner. Il s'installa sur un banc près de l'entrée de la maison, se couvrit d'une peau de mouton rugueuse, laissant juste un trou au niveau de son visage pour observer. La première nuit se passa sans incident. Pas de bruit, pas d'apparition. Même le cheval de Grettir resta intact, comme si la présence du héros intimidait le draugr. La deuxième nuit, Glamour revint à ses habitudes. Au matin, Grettir découvrit son cheval mort, chaque os de l'animal brisé. La troisième nuit, Grettir attendit avec une anticipation mêlée d'excitation. Tard dans la soirée, il entendit des bruits provenant du côté de la maison. Des coups sourds, de plus en plus hauts, montant vers le toit. Glamour escaladait le mur extérieur. Puis le toit se mit à trembler sous le poids du draugr. Les talons de Glamour martelèrent les planches, encore et encore, créant un vacarme assourdissant qui dura longtemps. Finalement, les bruits cessèrent. Un silence pesant s'installa. Grettir vit une ombre massive bloquer la lumière de la lune qui filtrait par l'entrée. Glamour se tenait derrière l'écran de planches et de branches qui remplaçait la porte. Il poussa doucement, regarda à l'intérieur. Grettir ne bougeait pas, feignant le sommeil sous sa peau de mouton. Glamour entra, se penchant pour franchir l'ouverture avant de se redresser de toute sa hauteur. Sa tête touchait presque les poutres du plafond. Il s'approcha lentement du banc où gisait Grettir, essayant de comprendre ce qu'était ce tas informe. Il tendit la main, attrapa la peau de mouton et tira. Une fois, 2 fois. À la 3e tentative, il tira si fort que Grettir fut arraché du banc, la peau se déchirant dans la main du draugr. Grettir bondit immédiatement sur ses pieds. Il se jeta sur Glamour, essayant de le plaquer au sol, mais le draugr était incroyablement puissant. Ils luttèrent dans l'obscurité de la maison, leurs corps s'entrechoquant contre les murs, renversant les meubles.
Grettir, pourtant réputé pour sa force surhumaine, réalisa avec horreur qu'il ne pouvait pas vaincre Glamr en force pure. Le combat se déplaça vers la porte. Glamr tirait Grettir vers l'extérieur, voulant l'emmener dans les ténèbres où son pouvoir serait maximal. Grettir résistait de toutes ses forces, ses pieds raclant le sol, ses muscles tendus à l'extrême. Juste au seuil, Grettir changea brusquement de tactique. Au lieu de résister, il poussa vers l'avant de toute sa puissance. Surpris, Glamr bascula en arrière. Ils passèrent la porte ensemble dans un fracas terrible, brisant la poutre au-dessus de l'entrée, une partie du toit s'effondrant derrière eux. Ils roulèrent sur le sol glacé, Grettir parvenant finalement à se retrouver au-dessus du Draugr. C'est à ce moment précis que les nuages se dispersèrent. La pleine lune illumina le visage de Glamr. Ses yeux morts fixèrent ceux de Grettir. Des yeux qui avaient continué à pousser dans leurs orbites après la mort, grotesquement grands, d'un blanc laiteux parsemé de veines noires. Le regard du Draugr pénétra l'âme de Grettir comme une lame de glace. Toute la force de Grettir s'évanouit instantanément. Il resta paralysé au-dessus de Glamr, incapable de bouger, incapable même de respirer correctement. Il flottait entre la vie et la mort, prisonnier de ce regard maudit. Plus tard, Grettir avouerait que c'était la seule chose qui l'avait jamais vraiment terrifié dans toute son existence. Glamr parla alors. Sa voix résonnait étrangement, comme si elle provenait de très loin. « Tu as montré beaucoup d'empressement pour me chercher, Grettir, mais tu ne trouveras pas beaucoup de chance à avoir eu affaire à moi. Je peux te dire ceci, tu as maintenant atteint la moitié de ta force et de ton énergie. Le mauvais sort qui planait sur cette vallée m'est tombé dessus, et maintenant je te le transmets. Tu ne deviendras jamais plus fort que tu ne l'es en ce moment, et pourtant tu seras assez fort pour de grandes actions, ce qui fera connaître ton nom. Mais tu commettras des actions qui ne te rapporteront ni chance ni bonheur. Tu seras banni et condamné à vivre seul à l'écart des autres hommes. Et je te laisse ceci. Mes yeux seront toujours devant tes yeux, et tu trouveras qu'il t'est pénible de rester seul, et cela te mènera à ta mort. » La malédiction prononcée, Grettir sentit une partie de sa force revenir. Juste assez pour tirer son épée et trancher la tête de Glamr. Lui et Thorhall brûlèrent ensuite le corps du Draugr, réduisant tout en cendres. Ils ramassèrent ces cendres dans un sac de peau et les enterrèrent loin de tout chemin fréquenté par les hommes ou le bétail. Les villages aux alentours célébrèrent Grettir comme un héros. Aucun homme en Islande n'aurait pu accomplir un tel exploit. Mais Grettir savait qu'il avait payé un prix terrible. Dès cette nuit, il développa une peur paralysante de l'obscurité. Lui qui avait affronté des armées entières tremblait maintenant à l'idée de rester seul dans le noir. Sa chance l'abandonna complètement. Chaque entreprise tournait mal. Il fut banni, accusé de crimes qu'il n'avait pas commis, forcé de vivre en hors-la-loi pendant 20 ans. Les yeux de Glamr le hantaient constamment. Dans ses cauchemars, dans ses moments de veille, ce regard mort ne le quittait jamais. Grettir finit par mourir assassiné sur l'île de Drangey, tué par traîtrise après des années de solitude et de misère. La malédiction de Glamr s'était accomplie dans ses moindres détails. L'histoire de Rapr, racontée dans la saga de Laxdela, illustre un autre type de Draugr, tout aussi terrifiant. Rapr était de son vivant un fermier violent et sans scrupules. Il agrandissait ses terres en s'emparant de celles de ses voisins, usant de menaces, de violence et d'intimidation. Il terrorisait toute la région de Laxardal pendant des années. Rapr ne craignait rien ni personne. Son arrogance était légendaire. Quand il sentit la mort approcher, il donna des instructions très spécifiques à sa femme. Il voulait être enterré debout dans l'encadrement de la porte de sa cuisine, face à sa ferme. « Je veux continuer à surveiller ma propriété », déclara-t-il. « Mort ou vivant, ces terres sont à moi. » Sa femme, terrifiée mais obéissante, suivit ses volontés. On enterra Rapr debout exactement comme il l'avait demandé. Cette position verticale était le signe le plus évident qu'une personne allait devenir un Draugr. Et effectivement, Rapr ne tarda pas à se manifester. Le Draugr de Rapr était différent de celui de Glamr, plus calculateur, plus méthodique. Il ne tuait pas par rage pure. Il défendait son territoire avec une détermination acharnée. Quiconque tentait de s'approcher de sa ferme, de traverser ses anciennes terres, risquait sa vie. Rapr pouvait disparaître dans le sol sans laisser de traces, un pouvoir unique même parmi les Draugr.
Il surgissait du néant, attaquait ses victimes, puis s'enfonçait à nouveau dans la terre comme si celle-ci était liquide. Cette capacité le rendait pratiquement impossible à anticiper ou à combattre. Il adoptait aussi la forme d'un phoque, mais un phoque avec des yeux humains parfaitement reconnaissables. Sous cette apparence, il nageait dans le fjord près de sa ferme. Quand il voyait un bateau s'approcher, il coulait l'embarcation. La saga raconte comment il fit sombrer le navire de Thorstein Svarti, qui tentait d'atteindre la ferme avec sa famille. Tous se noyèrent. Les habitants désespérés de la vallée tentèrent de résoudre le problème. Ils déterrèrent le corps de Rapre, qui n'avait pas décomposé d'1 pouce. Au contraire, il semblait plus gros, plus lourd qu'au moment de sa mort. Ils le transportèrent vers un endroit isolé et l'enterrèrent à nouveau, loin de toute habitation. Mais cela ne suffit pas. Rapre continuait de hanter la région. Il fallut plusieurs autres tentatives, plusieurs autres déplacements, avant que son esprit ne soit finalement apaisé. Même alors, la ferme conserva sa réputation maudite pendant des générations. La saga d'Eyrbyggja nous présente Porolfer Twistfoot, aussi appelé Porolfer Skolmsson. Cet agriculteur était connu pour son caractère taciturne et querelleur. Il cherchait constamment les conflits, provoquait ses voisins, créait des problèmes dans chaque interaction sociale. Quand Porolfer mourut, son fils prit toutes les précautions possibles. Il l'enterra dans un endroit reculé, loin des chemins fréquentés. Il recouvrit même son visage d'un voile, une pratique censée empêcher le mort de voir le monde des vivants et donc de vouloir y revenir. Ces mesures s'avérèrent insuffisantes. Porolfer se transforma en drogre malgré toutes les protections. Il commença par tuer le bétail de la région. Les vaches, les moutons, les chevaux, tous tombaient victimes de ces attaques nocturnes. Puis il s'en prit directement aux humains. Un berger fut retrouvé mort, le cou brisé. D'autres disparurent, simplement, sans laisser de traces. Le drogre de Porolfer ne se contentait pas de tuer. Il semait la discorde, la peur, la suspicion parmi les vivants. Les familles s'accusaient mutuellement, les voisins se méfiaient les uns des autres. La cohésion sociale de toute la région se désintégrait sous l'influence maléfique du mort-vivant. Même après sa destruction finale, l'histoire de Porolfer servit d'avertissement. Les gens comprirent qu'un mauvais caractère de son vivant garantissait presque une existence monstrueuse après la mort. La personnalité ne changeait pas avec le trépas, elle s'amplifiait. Face à cette menace constante, les Vikings avaient développé tout un arsenal de pratiques funéraires destinées à empêcher les morts de revenir. Ces rituels étaient pris extrêmement au sérieux. Une seule erreur pouvait condamner une communauté entière à des années de terreur. La première ligne de défense consistait à traiter le corps lui-même. Les Vikings attachèrent parfois les gros orteils du défunt ensemble, rendant impossible toute marche. Si le mort ne pouvait pas bouger ses pieds, il ne pouvait pas sortir de sa tombe. Cette méthode simple mais efficace apparaît dans de nombreuses sépultures archéologiques. On cousait également les pieds du cadavre ensemble pour la même raison. Certains ajoutaient des ciseaux en argent sur la poitrine du mort. L'argent avait des propriétés protectrices dans les croyances nordiques et les ciseaux servaient à couper le lien entre le défunt et le monde des vivants. Les armes placées dans les tombes étaient systématiquement rendues inutilisables. Les épées étaient tordues, les lames brisées, les pointes d'épée pliées. 2 raisons motivaient cette pratique. Premièrement, cela dissuadait les pilleurs de tombes. Deuxièmement, et plus important, si le mort se relevait en draugr, il ne pourrait pas utiliser ses armes contre les vivants. Les Vikings croyaient que l'âme d'un guerrier était liée à son épée. Détruire l'arme signifiait symboliquement détruire la possibilité pour le guerrier de continuer à combattre après sa mort. Cette destruction marquait la fin définitive de son existence en tant que combattant. Les pierres jouaient un rôle crucial. On entassait d'énormes quantités de rochers sur les tombes, créant des cairns massifs. Le poids devait être si important que même la force surhumaine d'un drogueur ne pourrait pas soulever la charge. Les tumulus les plus imposants contenaient plusieurs tonnes de pierres. Passer le corps par une porte spéciale qu'on murait ensuite immédiatement faisait partie d'un rituel complexe. Cette porte de sortie était créée uniquement pour la cérémonie funéraire. Une fois le corps passé, on la condamnait définitivement.
L'idée était que le mort avait quitté le monde des vivants par cette porte et ne pourrait jamais y revenir. La porte murée devenait une barrière symbolique infranchissable. La crémation représentait la méthode la plus sûre. Un corps réduit en cendres ne pouvait pas se relever. Les Vikings privilégiaient ce type de funérailles pour les personnes jugées à risque de transformation. Le feu purifiait, détruisait toute possibilité de retour. Les cendres étaient ensuite dispersées ou enterrées loin de tout lieu habité. Dans certains cas, on enterrait le défunt sous le seuil d'une porte. Chaque personne qui entrait ou sortait de la maison marchait littéralement sur la tombe, maintenant le mort enfoncé dans le sol par le poids répété des vivants. Cette pratique créait un lien constant entre les vivants et le mort, mais un lien de domination plutôt que de menace. Le jour du Shand, célébré 7 jours après le décès, servait également à apaiser l'esprit du défunt. On organisait un grand festin avec de la nourriture en abondance, de l'hydromel, des célébrations bruyantes. L'objectif était de satisfaire le mort, de lui montrer qu'on l'honorait correctement pour qu'il n'ait aucune raison de revenir par mécontentement. Les offrandes funéraires n'étaient pas de simples gestes sentimentaux. Elles avaient une fonction pratique vitale. Un mort satisfait de ses possessions dans l'au-delà n'avait aucune raison d'envier les vivants. On plaçait donc avec soin les objets que la personne avait chéris. Armes, bijoux, outils, nourriture, même des animaux ou des esclaves sacrifiés. Les tumulus eux-mêmes étaient stratégiquement positionnés. On les construisait souvent loin des fermes, à des endroits isolés, de préférence à des carrefours ou sur des collines. L'idée était qu'un draugr qui se relèverait aurait du mal à trouver le chemin vers les zones habitées. La confusion géographique pouvait servir de protection. Certaines familles installaient des gardiens près des tombes. Pas des humains, personne ne voulait ce travail, mais des pierres runiques gravées de protection magique. Ces runes créaient une barrière invisible que les draugr ne pouvaient franchir, du moins en théorie. Les Vikings plaçaient aussi parfois des pieux de bois à travers le corps avant l'enterrement, transperçant le torse pour clouer le mort au sol. Cette pratique, similaire à celle utilisée contre les vampires dans d'autres cultures, servait à ancrer physiquement le cadavre dans sa tombe. Mais malgré toutes ces précautions, les draugr finissaient toujours par apparaître. Et quand cela arrivait, il fallait des méthodes spécifiques pour les détruire définitivement. La décapitation constituait la première étape. Une épée ordinaire ne suffisait pas. Il fallait une lame consacrée, bénie selon les anciens rites ou, plus tard, par un prêtre chrétien. Le combat lui-même exigeait une force et un courage exceptionnels. Les héros comme Grettir étaient rares. Mais couper la tête ne suffisait jamais à lui seul. Le draugr pouvait parfois continuer à bouger, même décapité. Il fallait donc prendre des mesures supplémentaires immédiatement après. Certains enfoncèrent la tête coupée dans le cul du draugr, une pratique dégradante destinée à humilier le mort vivant et à briser son pouvoir. La solution la plus efficace restait la crémation complète. On déterrait le corps du draugr, on le démembrait minutieusement, tête séparée, membres coupés, torse ouvert, puis on brûlait chaque morceau séparément. Le feu devait être assez intense pour réduire absolument tout en cendres. Pas de fragments d'os, pas de morceaux de chair carbonisés, rien que de la poussière fine. Ces cendres devaient ensuite être dispersées dans un cours d'eau ou jetées en mer. L'eau courante emportait les restes loin des terres habitées, les diluait, les rendait irrécupérables. Un draugr ne pouvait pas se reconstituer si ses cendres étaient éparpillées sur des centaines de kilomètres d'océan. Une méthode alternative consistait à enterrer les cendres dans un endroit extrêmement reculé, loin de tout chemin d'hommes et de pâturage d'animaux, comme le spécifient les sagas. Le but était de s'assurer qu'aucun être vivant ne passerait jamais près de ces restes, évitant ainsi tout contact qui pourrait permettre une résurgence. Dans certains cas exceptionnels, on pouvait assigner un draugr en justice. Oui, vous avez bien lu. Les Vikings organisaient parfois des procès pour les morts vivants. La saga de Snorri le Gothi raconte comment un tribunal fut convoqué aux portes de la mort pour juger un draugr. On tentait d'abord de négocier avec la créature, de comprendre ses griefs. Si cela échouait, le tribunal le condamnait formellement à rester mort. Cette sentence légale, prononcée selon les formes appropriées, avait supposément le pouvoir de forcer le draugr à retourner dans sa tombe. Quelques récits parlent de solutions plus douces. Parfois,
la compassion fonctionnait mieux que la violence. Une femme dont le mari était devenu drogre continuait de lui parler avec tendresse, de lui apporter de la nourriture, de prendre soin de lui malgré sa transformation. Son amour finit par l'apaiser. Ce type d'histoire, plus rare dans les sagas qui préféraient les héros guerriers, existait néanmoins dans le folklore local. Ces solutions alternatives suggéraient que ce qui attachait un drogre au monde des vivants pouvait être résolu par la restitution, le pardon ou la réparation d'un tort. Rendre un trésor volé, honorer une promesse non tenue, venger une injustice, ces actes pouvaient libérer l'esprit tourmenté et lui permettre enfin de trouver le repos. Mais ne nous leurrons pas. Dans la vaste majorité des cas, seule la force brutale et le feu purificateur fonctionnaient. Les drogars n'étaient pas des créatures que l'on raisonnait. C'étaient des prédateurs surnaturels qui devaient être détruits physiquement, complètement, définitivement. La terreur que les Vikings éprouvaient envers les drogars révèle un paradoxe fascinant. Ces guerriers qui affrontaient les océans déchaînés et les batailles les plus sanglantes sans broncher tremblaient devant une menace bien spécifique, les morts qui refusaient de rester morts. Cette peur n'avait rien d'irrationnel. Elle s'enracinait profondément dans leur vision du monde et leur conception de l'honneur. Les Vikings ne craignaient pas la mort en elle-même. Mourir au combat représentait l'accomplissement ultime, une porte d'entrée vers le Valhalla, la grande salle d'Odin où les guerriers festoyaient éternellement. Cette mort honorable garantissait une existence glorieuse dans l'au-delà. Mais un drogre incarnait exactement l'inverse, une mort corrompue, ratée, monstrueuse. C'était l'existence post-mortem que tout Viking redoutait plus que tout. Un drogre personnifiait tout ce que la culture viking méprisait. Il refusait d'accepter son destin, s'accrochait égoïstement au monde des vivants, violait l'ordre naturel établi par les dieux. Dans une société qui valorisait le courage face à la destinée et l'acceptation stoïque de la mort, cette rébellion contre les lois cosmiques était profondément choquante et dérangeante. La proximité des drogars amplifiait considérablement l'horreur. Contrairement aux ennemis qu'on affrontait en mer ou sur les champs de bataille, les drogars venaient de l'intérieur même de la communauté. C'était votre grand-père qui cognait à la porte la nuit. C'était le fermier voisin qui massacrait votre bétail. Cette familiarité rendait la menace infiniment plus intime et personnelle. L'ennemi ne venait pas de l'extérieur, il surgissait de vos propres rangs. Les drogars ne suivaient aucun code d'honneur. Un combat contre un ennemi humain respectait certaines conventions, certaines règles non écrites. Mais les morts vivants attaquaient, sans prévenir, utilisaient la magie, se cachèrent dans l'ombre, tendaient des embuscades. Cette absence totale d'honneur était insupportable pour une culture guerrière qui plaçait le courage et l'affrontement direct au centre de ses valeurs. La dimension nocturne de la menace ajoutait une couche supplémentaire de terreur. Les Vikings étaient des créatures diurnes. Leur monde s'articulait autour du soleil. Navigation sous un ciel lumineux, batailles en plein jour, travaux agricoles à la lumière. La nuit appartenait à des forces qu'ils ne maîtrisaient pas complètement. Les drogars inversaient cet ordre naturel, transformant les heures d'obscurité en périodes de chasse active. Les pouvoirs surnaturels des drogars défiaient toute logique guerrière. Comment vaincre un ennemi capable de changer de forme, de traverser les murs, de contrôler les éléments naturels? Les Vikings excellaient dans le combat physique, mais face à des créatures transcendant les lois naturelles, même leurs plus grands héros se trouvaient démunis. La malédiction de Glamr sur Grettir illustre parfaitement cette dimension psychologique dévastatrice. Grettir, l'homme le plus fort d'Islande, celui qui ne connaissait pas la peur, développa une terreur paralysante de l'obscurité pour le reste de sa vie. Cette peur détruisit sa réputation, ruina son existence, le condamna à vivre en paria. Un drogre pouvait briser quelqu'un sans même le tuer physiquement. Il pouvait infecter l'esprit, planter des graines de terreur qui germaient pendant des années. Cette contamination mentale représentait peut-être le pouvoir le plus insidieux de ces créatures. Les drogars n'ont jamais vraiment disparu. Leur influence persiste dans notre culture moderne de manière multiple. Les zombies de nos films d'horreur, les vampires de nos romans, les fantômes de nos histoires de maisons hantées, tous portent l'empreinte des morts vivants nordiques. Mais les drogars étaient plus complexes que nos créatures contemporaines. Ils conservaient leur intelligence, leur personnalité, leurs émotions,
Ils agissaient par vengeance, jalousie, avidité, désir de protéger leurs biens. Ces motivations psychologiques les rendaient bien plus terrifiants que de simples prédateurs affamés. Les jeux vidéo modernes comme Skyrim et God of War ont adopté les Draugr. La littérature fantastique contemporaine puise régulièrement dans ce mythe. Tolkien s'en est inspiré pour ses revenants, Neil Gaiman incorpore ces éléments dans ses œuvres, Rick Riordan les présente aux jeunes lecteurs. Cette persistance témoigne de quelque chose de fondamental. Les Draugr touchent à des peurs universelles qui transcendent les cultures et les époques. La nuit viking n'était pas simplement l'absence de jour, c'était un royaume différent avec ses propres règles et ses propres habitants. Pendant le jour, le monde appartenait aux vivants. Mais quand le soleil se couchait, les frontières entre les mondes s'amincissaient dangereusement. Les longues nuits nordiques amplifiaient cette terreur. 20 heures d'obscurité en hiver signifiaient 20 heures pendant lesquelles les Draugr chassaient librement. Les Vikings développèrent des stratégies de survie élaborées. Chiens de garde, talismans de protection, maisons fortifiées, vie communautaire serrée. Le bannissement à une existence solitaire équivalait à une sentence de mort, car personne ne survivait longtemps isolé dans les ténèbres peuplées de Draugr. Au-delà de l'horreur, les histoires de Draugr transmettaient des leçons sociales cruciales. Vos actions dans la vie avaient des conséquences éternelles. L'isolement social menait au désastre. Les rituels funéraires protégeaient toute la communauté. Même la plus grande force individuelle ne suffisait pas sans le soutien du groupe. Les Draugr incarnent des peurs humaines universelles transformées par la culture viking. Ils posent des questions fondamentales sur la mort, sur notre relation avec les défunts, sur ce qui nous attend après. Les Vikings avaient peur de la nuit parce qu'ils comprenaient une vérité essentielle. L'obscurité n'est jamais vide. Elle attend d'être remplie par nos peurs, nos histoires, ou peut-être par quelque chose qui marche encore dans les ombres, refusant obstinément de rejoindre le silence éternel des morts.